c'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir. L'efficacité thérapeutique de ce traitement est intéressante. Nous venons de finir un travail qui n'est pas encore publié, que l'on a réalisé avec les hôpitaux de jour dans les EHPAD de Marseille, pour lesquels on a commencé à tester les gens massivement durant la plus grande partie du mois d'avril. Et donc, 226 résidents d'EHPAD étaient dépistés positifs, dont une partie a été traitée, à peu près la moitié. Et alors, d'une manière intéressante, la mortalité chez les gens qui ont été traités est de 14,4%. Celle chez les gens qui n'ont pas été traités est de 27,8%. Et ce chiffre de 27,8% des gens non traités dans les EHPAD à Marseille est à peu près le même que celui de la mortalité française, qui était au 2 juin de 27,7%, c'est-à-dire 10 000 personnes qui sont mortes dans les EHPAD, la plupart du temps sans traitement. Ce qui veut dire que si on peut extrapoler, si on peut imaginer que le traitement prescrit à Marseille ait donné les mêmes résultats dans tout le pays, ceci aurait fait 5000 morts de moins. Je pense qu'il est nécessaire qu'on reprenne les choses d'une manière raisonnable et qu'un certain nombre de voies qui ont été prises au début dans l'ignorance soient corrigées maintenant, parce que maintenant nous savons beaucoup de choses et nous avons de plus en plus de données. Alors ici on a accumulé les données depuis le début, comme vous savez, et on a maintenant réalisé 184 000 tests pour près de 80 000 patients, dont 6 000 étaient positifs pour l'assistance publique. Le nombre de décès global, réanimation comprise dans l'assistance publique, était de 165, soit 2,8%. Et ici, nous avons traité maintenant par le traitement associant hydroxychloroquine et azithromycine plus de 4000 patients. 18 sont morts, donc on est à 4,5 pour 1000 de morts, 4,5 pour 1000 de mortalité, moins de 1,5%. Et il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine, c'est un fantasme. Ça a mené le plus grand scandale scientifique de tous les temps, qu'on n'a pas fini d'assumer, et qui a montré, de cette manière absolument objective, que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité, comme le reste. Et récemment encore, je peux vous dire, il y a 2 éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le monde, qui montraient, de manière statistique, que d'une certaine manière, le tabac protégeait contre le Covid. Peut-être que c'est, bien sûr, je ne peux pas imaginer que le bénéfice du tabac soit supérieur au risque qu'il a, mais de censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors tout ça c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur de la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons. Donc je pense que c'est extrêmement clair que le degré de manipulation des journaux scientifiques de plus haut niveau, et plus ils étaient de haut niveau, plus ils étaient la cible de la manipulation, bien entendu. Si vous publiez dans un journal marginal, les gens se fichent de ce dans quoi vous publiez. Mais quand vous publiez dans les meilleurs journaux du monde, la pression qui est exercée sur eux est absolument considérable. Et c'est une faiblesse. Je vous conseille d'ailleurs de lire, parce que c'est un devoir, parce que c'est un très bon film, Vice, qui raconte la vie de Dick Cheney, qui explique ce que moi je sais sur le bioterrorisme, vraiment, ce que j'ai écrit dans mon livre, et la manière dont on manipule les gens et les choses. C'est instructif, parce que c'est la même histoire. Je pense que actuellement, le fait d'avoir un moratoire, une réflexion de base sur l'utilisation de ce traitement, en particulier chez les populations à risque, alors qu'on connaît ces inconvénients, que l'on sait qu'il n'y a pas eu d'accident grave, tout ça était un fantasme, de prendre la mesure de ça et de proposer, en particulier s'il y a de nouveaux cas,
à l'avenir, un traitement efficace demande vraiment une réflexion que j'espère qu'on mènera. Qu'est-ce qui va se passer à partir de cette situation épidémiologique? Je ne sais rien. Il y a plusieurs scénarios. J'avais dit qu'il fallait surveiller le continent austral. On voit que dans le continent austral, les choses commencent à réapparaître en Nouvelle-Zélande. Elles ont commencé à augmenter de manière significative en Australie, qui est en train de vivre leur épisode épidémique qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent, que quelques cas en Australie, parce que ce n'était pas la saison. Et donc, il est possible que ceci fonctionne d'une manière saisonnière, comme les autres coronavirus, et que donc on ait l'hiver prochain plus de coronavirus sur un fond endémique, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des cas un peu tout le temps, comme pour les rhinovirus par exemple. La mortalité telle qu'on la voit maintenant est de même nature que celle des autres coronavirus que nous diagnostiquons jusqu'à présent, sur lequel on a fait quelques milliers de tests, qui est entre 0,8 et 1%, comme dans les infections respiratoires dont on a l'habitude. Donc, ça ne représente pas quelque chose qui est significativement différent, mais pour lequel je pense qu'au moins pour les personnes à risque, dans lesquelles il y a une mortalité, il existe une stratégie thérapeutique. Il faut apprendre à se méfier de l'emportement idéologique, y compris médicamenteux, pour revenir à des choses très pragmatiques. Voilà, parce que quand même, ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on parlera encore dans un siècle de l'histoire qui a fait penser dans le monde que l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là, tellement elle est folle. Donc qu'est-ce qui a rendu tellement les gens fous à ce moment-là, qu'ils ont été pris à croire qu'une molécule qui avait 70 ans, qui a été prescrite à 1 ou 2 milliards de personnes, brutalement était devenue un produit incroyablement toxique. C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir.